Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe assez fascinant. Comment est-ce que deux comportements qui semblent totalement opposés, d'un côté le retrait social complet et de l'autre une vie hyper sociable, peuvent en fait être les deux facettes de la même médaille, les symptômes d'une solitude vraiment profonde, existentielle. Et ça, c'est vraiment la question qui va nous guider. Une interrogation qui peut paraître bizarre, mais qui cache une réalité psychologique bien plus complexe qu'on ne le pense. Pour explorer ça, on va se plonger dans deux études de cas cliniques, et vous allez voir, elles sont très parlantes. Allez, on commence avec notre premier cas, celui de Marie-Caroline. Son histoire, c'est un peu l'archétype de ce qu'on imagine quand on pense à l'isolement, mais poussé à l'extrême. Les faits sont bruts, hein. On parle d'une femme de 45 ans qui vit dans une réclusion quasi totale. Ça fait 15 ans qu'elle vit seule, et pire encore, ça fait 3 ans qu'elle n'a eu absolument aucun contact social. C'est sa sœur qui a sonné l'alarme et qui l'a poussée à consulter. Et ses premiers mots en thérapie, ils en disent long. On sent un détachement total, comme si elle n'avait même pas conscience de son propre état. On comprend tout de suite que la démarche ne vient pas d'elle, ça vient de l'extérieur, de la seule petite connexion qui lui restait. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, son état actuel, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe de toute une vie de traumatisme. Une enfance passée à se faire la plus petite possible pour éviter la violence à la maison. Une adolescence marquée par un harcèlement terrible. Et puis, à l'âge adulte, chaque tentative de créer un lien s'est soldée par un rejet. Du coup, face à un monde qu'elle perçoit comme étant mortellement dangereux, son système nerveux a développé un programme de survie radical. L'équation est simple. Si être vu, c'est être en danger, alors la seule solution, c'est de disparaître. L'invisibilité, c'est sa seule protection. Et voilà, on touche au cœur de sa tragédie. Dans cette simple phrase, tout est dit. La solitude est à la fois son refuge, le seul endroit où elle se sent en sécurité, et en même temps, c'est sa pire prison. Le prix à payer pour la sécurité, c'est la connexion humaine. Ok, maintenant, on change complètement de décor, on passe à notre deuxième cas, Mickey. Et là, attention, en apparence, c'est tout, mais alors tout l'inverse. Voici Mickey, 50 ans, ancien membre du GIGN, rien que ça, le genre de personne qu'on imagine solide comme un roc. Il est décrit comme étant toujours entouré, toujours prêt à rendre service, c'est le pilier sur lequel tout le monde compte. Bref, à première vue, on est à des années-lumière de la solitude. Et pourtant, derrière cette façade de super-héros social, on retrouve exactement le même sentiment de solitude abyssale que chez Marie-Caroline. C'est ça son paradoxe, il est au centre de tout le monde l'adore, mais au fond, il a l'impression que personne ne le connaît vraiment. Il se sent complètement isolé. Alors, pour comprendre Mickey, il faut faire un petit retour en arrière, dans son enfance, et parler d'un concept psy assez important, la parentification. C'est ce processus un peu tordu où les rôles s'inversent, et où un enfant se retrouve à devoir jouer le rôle de parent pour son propre parent. L'histoire est assez poignante. À 8 ans à peine, son père est absent, et sa mère, en pleine dépression, s'appuie entièrement sur lui. Il devient son confident, son soutien, en quelque sorte l'homme de la maison. Il apprend donc très très jeune que pour être aimé, pour exister, il doit s'occuper des autres. Et ce rôle d'enfant sauveur, eh bien ça va devenir son programme de survie pour le reste de sa vie. Pour avoir de la valeur aux yeux des autres, et donc à ses propres yeux, il doit être le sauveur, il doit être fort, et surtout, il ne doit jamais montrer la moindre faiblesse, ni demander de l'aide. Alors voilà, on se retrouve avec deux parcours de vie qui semblent complètement opposés. D'un côté, une personne qui fuit le monde, et de l'autre, une personne qui s'y plonge corps et âme. Mais si on creuse un tout petit peu, on va voir que ces deux stratégies partent de la même racine. Et là, on arrive vraiment au cœur de notre analyse. L'invisibilité de Marie-Caroline et l'hypersociabilité de Mickey, en fait, ce ne sont pas des contraires. Ce sont deux stratégies de défense différentes pour gérer une seule et même angoisse fondamentale. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, Marie-Caroline. Sa stratégie, c'est l'invisibilité. Elle se protège en évitant le contact. Pourquoi ? Parce que sa peur centrale, c'est qu'être vue, c'est être blessée, en lien avec sa croyance profonde qu'elle est défectueuse. De l'autre côté, Mickey. Sa stratégie, c'est la générosité défensive. Il se protège en donnant sans cesse. Sa peur, c'est que s'il se montre vulnérable, il sera rejeté. Et sa croyance, je n'ai de valeur que si je sauve les autres. Deux chemins différents, mais qui mènent tous les deux au même endroit, l'isolement. Bon, mais alors, la grande question, c'est comment on sort de ces impasses. Parce que, heureusement, il y a des chemins possibles. Des parcours thérapeutiques pour retisser petit à petit le lien avec soi-même et avec les autres. Pour Marie-Caroline, c'est un travail de fourmi, une lente reconstruction. La toute première étape, c'est de créer un espace de sécurité absolue en thérapie. Ensuite, il faut l'aider à comprendre qu'elle a le droit d'exister, de prendre sa place. Le but, c'est de transformer cette onde qui la ronge en une histoire de survie. Et seulement après, elle pourra oser faire de minuscules pas vers le monde extérieur, comme juste aller acheter du pain.
Pour Mickey, c'est presque le chemin inverse. Le but n'est pas tant d'aller vers les autres, il le fait déjà trop, mais plutôt de se reconnecter à lui-même. Il doit d'abord prendre conscience que son rôle de sauveur, c'est une armure. Ensuite, il doit apprendre à écouter ses propres besoins, chose qu'il n'a jamais faite, puis, petit à petit, oser être vulnérable, oser demander de l'aide. En gros, il doit apprendre à recevoir et pas seulement à donner. Cette phrase résume à la perfection le piège du sauveur. Ce qui semble être sa plus grande qualité, sa générosité, c'est en fait le mur qui l'isole des autres. En protégeant tout le monde, il s'empêche lui-même d'être vu et aimé pour qui il est vraiment, avec ses failles et ses propres besoins. Et tout ça, au fond, ça nous ramène à une question pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a plutôt tendance à se cacher pour se protéger, ou au contraire, à donner, donner, donner pour ne jamais avoir à recevoir ? Quelle est notre propre stratégie, notre propre danse entre ce besoin vital de sécurité et ce besoin tout aussi vital de connexion ? Voilà, cette analyse s'inspire de cas cliniques bien réels documentés par la méthode thérapeutique Integria. C'est une illustration assez forte de la manière dont nos blessures les plus profondes peuvent vraiment façonner tout notre rapport au monde. Merci d'avoir exploré ce paradoxe avec nous.